Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin. Je précise d'emblée qu'on a un chat et qu'on peut le lire, donc n'hésitez pas si vous avez envie de réagir à cette émission, c'est un peu le principe de cette matinale. Bonjour Thibaut. Bonjour Colline, comment ça va ce matin? Ben ça va, je me présente un petit peu quand même, on vient Oui, du GDG Strasbourg, le Google Developer Group. On a l'habitude de faire des matinales généralement le vendredi matin, et puis bon bah là on a décalé ça au samedi. On parle d'actualité tech, et effectivement aujourd'hui on parle de métaverse, mais on va surtout parler un petit peu d'Apple, parce qu'Apple a fait des annonces là il y a quelques semaines. exactement, oui. Alors effectivement, il y a eu la fameuse keynote d'Apple qui était apparue, c'était le 18 octobre, donc il y a 3 semaines à peu près, où dedans ils nous ont annoncé l'iPhone 13, le 13 Pro, des écouteurs, les nouveaux AirPods, mais surtout aussi leur nouveau MacBook. Leur MacBook Pro avec leur nouvelle puce. Alors le Ouais, M1 déjà, elle avait fait un bruit qui était incroyable parce que ouais il y le a un an, hein, rapport c'est ça. prix-performance était juste dingue. Et du coup, là, ils nous ont présenté des deux versions en fait boostées et encore plus boostées de la M1, donc la M1 Pro et la M1 Max. Et vu que bah, je vais pas vous refaire la keynote qui s'est déroulée, mais vu que ça fait 3 semaines, on commence à avoir déjà des tests de performance et d'utilisation réelle de ces bêtes, si j'oserais dire. Alors, on peut le dire, hein, clairement Et je crois que ouais. c'est le terme, hein, tu vas nous parler des specs effectivement, mais Ouais, c'est ça. Alors oui, pour vous remémorer très rapidement les specs, donc pour la M1 Pro, on part sur un processeur avec 10 cœurs et un processeur graphique avec 16 cœurs, jusqu'à 32 gigas de RAM. Il y a une toute nouvelle processeur un tout nouveau process de gravure, désolé, en 5 nanomètres, parce qu'avant Apple c'était un peu plus fat avec Intel, hein, ils étaient à 14 si je dis ouais. pas de bêtises pour les i7. Et voilà, globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Et pour le M1 Max, c'est encore 10 cœurs de CPU pour 32 cœurs de GPU, cette fois-ci, avec forcément, pour faire tourner tout ça, 64 gigas de RAM unifié. Voilà. C'est pas mal, mais qu'est-ce que ça donne en pratique tout ça? Parce que c'est bien beau d'avoir des chiffres, mais est-ce qu'en pratique, c'est effectivement bluffant? Exactement. Alors, c'est vraiment bluffant pour le coup. Alors là, ce que je vais vous parler de la config la plus petite qu'on a. Donc, c'est-à-dire pour le MacBook Pro 14 pouces avec un M1 Pro dedans. Donc, enfin, j'ai regardé des photos thermiques du Mac. Après à peu près 15 minutes d'encryptage, d'encodage avec du coup tous les processeurs à 100%. Le clavier, il était à maximum 34 degrés, ce qui est C'est peu, vraiment très peu c'est très pour, peu, ouais. pour un ordinateur portable, surtout poussé à fond. Et À est-ce que ça il y a un ventilateur, du coup, j'imagine, ça doit être assez bruyant? Ouais, alors il y a un ventilateur et non, c'est pas bruyant du tout. Donc quand il était à son usage maximum, il était à 40 décibels, ce qui correspond à peu près à un léger souffle. Donc c'est audible pour moi si je suis devant, mais là même toi, je sais pas si tu l'entendrais Mmh. spécialement si on est face à face. À titre de comparaison, un ordinateur donc gaming qui peut avoir un i7 ou même un i9, je sais pas. On en a testé un, enfin, les numériques en ont testé un récemment et c'était 52 décibels. Vu que c'est Ouais, c'est qu'un exponentiel, un ça petit fait, peu plus, ouais, ouais, ouais. ça fait quand même un gros gap. Donc, ce test-là, il a été. Donc, on a comparé deux ordinateurs ensemble. Donc, un qui était forcément plus gaming et le MacBook. Donc, avec un CPU enfin, avec un i9 dedans. Le MacBook Pro avait les performances en fait qui étaient égales que le i9 de 11e génération, donc ce qui est plutôt pas mal, et il était plutôt meilleur aussi qu'un Ryzen 9. Et pour donner un ordre d'idée aussi, du coup ce même ordi qui a été testé avec une RTX 3060 dedans, ce qui est énorme, donc Oui. rien que la RTX elle tourne avec 100 watts. On était à 95 points pour cet ordi-là avec la RTX contre 93 pour le MacBook Pro. Ouais, donc ils sont super proches alors que la consommation n'est pas la même, que Ouais, c'est ça. La consommation du premier ordinateur est de 170 watts, alors que le MacBook Pro à son max, il est à 85. Donc ouais. vraiment, Donc en termes d'autonomie, évidemment, la performance d'autonomie est effectivement, très différente. exactement, ouais, c'est ça. Alors Et MacBook, justement, en autonomie, qu'est-ce que ça donne? ma Mac, il revendique du coup une autonomie de 13 heures ou 14 heures, quelque chose comme ça. Du coup, on a testé, enfin, ils ont testé et c'est effectivement 13h40 sur Chrome avec Netflix en boucle, avec un écran pas ultra lumineux, un 200, 200 CD Mmh. par mètre carré. Il peut aller jusqu'à 1000, mais quand même. Et sur Safari, on peut atteindre quand même jusqu'à les 17 heures avec Netflix qui tourne. Et en fonctionnement, du coup, avec de l'encodage, enfin du travail, enfin boosté, pas à 100% tout le temps, mais comme si tu travaillais normalement, il a tenu quand même 6 heures, ce qui te fait une bonne journée de gros taf, en fait, simplement, de Ouais, traitement carrément. vidéo, etc. Donc, ce qui est vraiment plutôt fou. Et j'ai eu beaucoup moins quand même de données sur le M1 Max.
Mais on a quand même enregistré une autonomie donc là c'est pour un 16 pouces, donc évidemment plus grosse batterie, une autonomie de 12 heures, de 17h20, désolé, 17h20 en utilisation polyvalente, donc un peu web, etc. Pas de travail énorme. Et en autonomie vidéo, du coup, plus travail, là on est à 13h20, ce qui te fait une méga journée de taf, quoi. C'est une belle journée de taf. Clairement, Ouais, quelqu'un ouais. qui travaille 13h20, bon, ça commence à faire suffisamment long, je Ça pense. commence à faire Ouais. beaucoup, et du coup avec des performances qui sont encore plus élevées, moins de consommation et encore moins de bruit évidemment vu que c'est plus grand, ça ventile mieux. C'est super cool, mais ça coûte combien tout ça? Est-ce que tu as des idées de tarifs à nous Alors proposer? les prix, oui je les ai, oui je les ai. Alors c'est à partir pour le 14 pouces, du coup avec à chaque fois le Pro, le 14 pouces il est à 2 250 €. Et pour le max, enfin pour le 16 pouces, donc avec le Pro encore ou le max, je sais plus, on est à 2 800 €. Ce qui fait quand même une petite somme, non négligeable, et c'est pas forcément une somme qu'on a envie de mettre quand on fait simplement du bricolage, et ça tombe bien parce que pour ça, il y a un autre nouvel ordinateur qui vient de sortir et c'est pas du tout la même gamme de prix, c'est pas du tout la même gamme d'utilisation non plus. Pour ceux qui connaissent les Raspberry Pi, ce sont des petits ordinateurs de bricolage, hein, qu'on peut faire tourner, avec Linux et qui sont prévus vraiment pour jouer avec du GPIO, donc de l'input, de l'output, et donc il y a un nouveau Raspberry Pi Zero qui vient de sortir. Le Zero il était sorti à la base en 2017, la toute dernière version c'était en 2017 avec un processeur un peu à la ramasse, enfin forcément un processeur de Ouais. l'époque, mais c'est un ordinateur qui coûtait 5 $, ce qui était effectivement pas grand-chose. Alors il y a le 0W qui était sorti également quelques mois après avec cette fois-ci le Wi-Fi et le Bluetooth qui étaient embarqués dedans pour à peine 10 $. Et bien là ça y est, un nouveau Raspberry Pi Zero vient de sortir, c'est le Raspberry Pi 2W avec en fait finalement exactement la même chose que le 0W de 2017, mais quelques petites nouveautés quand même. Déjà 512 mégas de RAM, ça c'est sympa, un processeur à 1 GHz. Alors évidemment on est loin des performances du M1, mais c'est pas le but, hein, Oui. qu'on se le dise tout de suite. Mais il y a surtout en fait du Wi-Fi 4 qui est intégré, du Bluetooth Low Energy 4.2, et puis des connecteurs qui sont quand même relativement complets, sans doute même plus que sur le MacBook pour le coup, avec 40 GPIO, donc qui permettent effectivement de faire des bricolages de toutes sortes, hein. C'est des input-output, on peut faire ce qu'on veut avec. Du mini HDMI en sortie, un emplacement micro SD évidemment pour faire tourner le système d'exploitation, un port USB plein format, USB-C, 2.0, et puis un connecteur CSI 2 qui permet de connecter également toutes sortes d'appareils pour bricoler, et ça c'est quand même vachement bien. Alors évidemment on est sur un processeur, je le disais, hein, de 1 GHz, ce qui est loin de ce qu'on fait de nos jours et ce qui est loin de ce que fait Intel aussi, je crois, dans ces dernières Oui, sorties. exactement. Alors c'est vrai que Intel, seulement 7 mois, hein, si je dis pas de bêtises, après avoir sorti, pas juste teasé, après avoir sorti la 11e génération de processeurs, ils nous ont annoncé, et c'est imminent du coup, la 12e, enfin c'est pas imminent, en fait c'est sorti, je dis Ouais, je crois n'importe que quoi, ça c'est arrive, hein. sorti. Ouais, ouais. On peut aller les acheter, que ce soit sur Amazon ou n'importe où à l'heure, LDLC. J'y vais de Ils ont ce pas. sorti la 12e génération de processeurs, qui est une génération hybride. Donc elle s'appelle Alter Lakes, et elle va tenter de redresser la barre à tous les niveaux, selon leur dire, et notamment dans le milieu gaming, parce que c'est vrai que Intel commençait à prendre un peu de retard par rapport à Ryzen, qui proposait des processeurs qui étaient vraiment plus performants et beaucoup moins chers aussi. Donc ils veulent un peu corriger le tir. Donc déjà, ils sont passés même à une gravure de 10 nanomètres pour les i7 comparé au 14 qui était installé depuis 2015. Donc c'est vrai que ça commençait à être un peu dépassé tout ça. Et surtout, ils ont revu l'architecture avec le passage à une approche en fait qui est hybride, qui combine en fait les cœurs haute performance, enfin des cœurs haute performance et des cœurs basse performance. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on aura sur sur ces processeurs, si je prends par exemple le i9 en exemple, ça va embarquer du coup 8 P-core, ils appellent ça, avec 16 threads et 8 E-core. Donc les P-core, ça sera les cœurs qui sont performance, effectivement, et les E-core, ça sera Efficiency. Exactement. J'imagine. Ça sera les cœurs polyvalents. Donc mixés ensemble, du coup, ça permet de diminuer la consommation et d'augmenter forcément la productivité de tout ça. Donc pour l'instant, ça nous promet des choses assez incroyables. J'ai pas encore de test, de benchmark là-dessus, mais c'est vraiment,
je pense que c'est très chouette. Mais alors, par c'est contre, de ce que j'ai vu, ce sont des processeurs qui sont optimisés pour Windows 11. Ils marcheront moins bien avec Windows 10 parce que le scheduler de Windows 10 n'est pas prévu pour justement ces différents types de cœurs. L'ordinateur, forcément, doit savoir quoi faire. Des cœurs qui sont plus performants et des cœurs qui sont moins performants. On va pas mettre des tâches qui sont censées être exécutées sur des cœurs plus performants, sur des cœurs moins performants. Mais en fait, l'avantage, effectivement, c'est que d'un côté, on a des cœurs ultra performants qui peuvent être, par contre, qui consomment beaucoup, mais qui peuvent être utilisés pour du rendu vidéo, pour tout un tas de projets qui nécessitent de la performance, et des cœurs beaucoup moins performants, mais qui économisent par contre de l'énergie quand ils sont utilisés, et qui permettent surtout effectivement de faire des choses moins importantes en arrière-plan. Donc des cœurs performants pour le gaming, des cœurs moins performants pour les mises à jour Windows Update en arrière-plan. C'est à peu près ça. C'est un peu ça. Mais pour ça, par contre, ça nécessite d'avoir un scheduler, donc un outil dans le système d'exploitation qui sait quel cœur utiliser quand. Et ça, je crois qu'effectivement, il n'y a que dans Windows 11 pour l'instant que ça a été optimisé. Effectivement, c'est vrai. Mais après, du coup, j'attends de voir les premiers benchmarks pour voir ça. Mais surtout, il faut savoir que sur Windows, tu peux en fait manuellement modifier, dire je veux quel cœur pour quelle utilisation. Du coup, en fait, si tu es un petit peu bricoleur et que tu as un peu de patience, tu peux dire par exemple pour mes rendus After Effects, je veux utiliser ces cœurs-là en priorité, ou pour mon gaming, ces cœurs-là en priorité. Donc je pense que ça, c'est du manuel. Mais ouais, si, mais si on y touche, je pense qu'on peut quand même réussir à optimiser ça pour un Windows 10. Donc, alors, juste simplement en termes de prix, parce que évidemment, ça a quand même son importance. Ouais, ça a son importance parce que Ryzen, effectivement, ils sont meilleurs, mais pour beaucoup moins cher quand même. Donc, les i9 de bureau, ils seront à 750 €, ce qui est pas donné. C'est pas négligeable. Et les portables, ils seront à 715, et les i7 qui, eux, restent très performants, ils sont à 530 € pour les ordinateurs de bureau et 450 pour les ordi portables. Ouais, ce que je trouve... savoir que pour ordi portable, forcément, c'est un prix indicatif puisque chaque constructeur achète ses processeurs. Oui, évidemment. Là, je vous ai sorti les prix. Non, c'est même pas médian, c'est à peu près les moins chers que j'ai trouvés parce que voilà. Je pense que c'est ce que le consommateur va chercher. Mais du coup, je trouve que ça reste quand même plutôt abordable pour si tu veux vraiment booster ton portable avec un i7, c'est parti. Carrément. Dans quelques minutes, on parle de métaverse, mais d'abord, c'est une matinale très processeur, de ce que je vois exactement. dans nos notes. On parle un petit peu de Snapdragon, on repasse dans le mobile cette fois-ci. Ouais, c'est ça, parce que en fait, le Snapdragon, donc ils ont annoncé la sortie du 898, donc la dernière génération, exactement, et qui a des CPU qui ont à peu près le même comportement que ceux que je viens de vous annoncer, parce qu'ils ont prévu d'embarquer 8 cœurs avec un méga cœur, ils appellent ça, qui tourne. Je rappelle, c'est pour des téléphones à 3 GHz, c'est assez fou. C'est pas mal. 3 cœurs tournés vers la performance, donc les picords d'avant, en 2,5, et 4 autres petits cœurs plus modestes qui seront dédiés du coup aux tâches d'arrière-plan, etc., qui tournent à 1,79, c'est très précis, GHz. Donc ce qui permet de nouveau d'avoir beaucoup plus de puissance, beaucoup moins de consommation, et du coup j'imagine que sur les téléphones, beaucoup plus d'autonomie. Il y a aussi un nouveau procédé de gravure qui sera en 4 mm par rapport à 5 nanomètres par rapport à 5 précédemment, et pour avoir ce tout dernier CPU, il y a forcément une petite guéguerre en ce moment entre Xiaomi et Motorola, parce que Motorola, ils ont eu déjà 2 fois l'avant-première, le processeur. Ils existent encore, Motorola? Ils existent encore, mais moi non plus. En fait, c'est vraiment en lisant l'article que je me suis rendu compte qu'ils étaient encore à jour, je ne le savais pas. Et Xiaomi, du coup, eux, qui veulent aussi ça, parce qu'ils ont aussi réussi l'année dernière, si je dis pas de bêtises, l'année dernière, au dernier CPU, à avoir en premier. Donc... on verra. Ça m'intéresse dans le chat. Je vous rappelle on peut lire le chat. Pour l'instant, il n'y a pas de message, mais on peut le lire. N'hésitez pas à réagir à cette matinale. Le but, c'est que ce soit un truc un peu communicatif, interactif. Je cherchais le terme. Donc, n'hésitez pas. Si vous connaissez des téléphones Motorola, si vous connaissez des amis avec des téléphones Motorola, faites-nous signe. Ça m'intéresse énormément. Est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent encore? Exactement. J'ai envie de savoir. Vraiment, ça m'intrigue. Merci Thibaut pour ces informations. Beaucoup de nouveautés processeurs, comme on le disait là, pour le coup. On va parler un petit peu de métaverse maintenant, tout simplement parce que je crois que c'est le sujet à la mode. Exactement. Alors j'ai vu ça, j'ai pas du tout suivi, mais du coup il y a Mark Zuckerberg qui a annoncé ça. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Alors en fait on va revenir un petit peu là-dessus. Zuckerberg n'a pas annoncé le métaverse parce que le métaverse c'est un concept qui existe depuis plutôt longtemps. Mais on va voir un petit peu le principe justement de ce métaverse et pourquoi on en parle beaucoup en ce moment. Eh bien, tout simplement parce que vous l'avez effectivement entendu, Facebook change de nom et devient Meta, et ça c'est une grosse annonce parce qu'on a l'habitude de dire Facebook, mais rassurez-vous, votre réseau social favori ne changera pas de nom. Facebook reste Facebook. En fait c'est la maison mère qui change de nom,
qui devient donc Meta, qui regroupe plein de produits comme Messenger, que vous utilisez peut-être, WhatsApp, Instagram et également Oculus. Et c'est ce dernier qui va nous intéresser justement dans le cadre du métaverse. Oculus, ce sont des casques de réalité virtuelle. À la base, c'était une petite start-up qui avait été montée. Et puis il y a quelques années, Facebook discrètement avait racheté Oculus pour en faire quelque chose. Et on s'était dit, qu'est-ce que vient faire Facebook dans le monde de la réalité virtuelle, alors que Facebook, c'est du réseau social, c'est des sites internet, c'est des applications mobiles. Pourquoi de la réalité virtuelle? Eh bien, tout a pris son sens, là, ça y est, il y a quelques semaines, avec l'annonce de ce changement de nom de Facebook et de ce changement de direction, finalement. Ça faisait quelques mois, évidemment, qu'on sentait les choses venir. Zuckerberg avait fait plusieurs annonces concernant, justement, ce fameux métaverse cet été. Mais bon, dans le fond, qu'est-ce que c'est que ce métaverse? Eh bien, dans les années 2010, on a Facebook qui est apparu. Ça fait partie des réseaux sociaux, aux côtés de Twitter, aux côtés de Google+, aussi en 2011, on peut s'en souvenir, petit hommage à Google+. Mais voilà, il y a plein de réseaux sociaux qui sont apparus dans les années 2010. Ça a été finalement les années 10, si je peux me permettre maintenant. Ça a été les années du réseau social et ce qu'on a appelé le Web 2. Voire 3.0, ce côté interactif. Mais finalement, assez virtuel, l'air de rien, ça reste des choses complètement en ligne. Et bien, l'idée du métaverse, c'est de prendre justement ce réseau social complètement virtuel et d'en faire le réseau réel. Prendre le virtuel et en faire du réel. C'est ça le principe du métaverse. On reprend les codes de communication de la réalité pour les mettre dans le monde virtuel. Donc les expressions faciales, les gestes, etc. Okay. Et donc l'idée, en fait, c'est tout simplement de créer un monde virtuel en 3 dimensions qui ne soit pas exactement le monde réel, mais dans lequel on peut aller s'insérer grâce à la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. La réalité virtuelle, forcément pour Facebook grâce à ses casques Oculus, mais ils sont pas tout seuls, on verra ça tout à l'heure dans la chronique. Il y a également toutes les entreprises de l'univers en fait de la tech qui travaillent sur le métaverse. C'est prévu pour quand du coup ça? Il n'y a pas de date de prévu, en fait, tout a déjà commencé. Si on regarde chez Microsoft, ils ont annoncé ça en mai finalement. Alors on n'en parlait pas forcément autant, mais ça a déjà été annoncé. Du côté de Facebook, ils ont déjà fait plusieurs expérimentations avec leur casque Oculus. Donc il n'y a pas de date de prévu, c'est une évolution qui se fait dans le temps. Mais ça va se faire dans les 10 prochaines années, d'après Zuckerberg. Zuckerberg d'ailleurs qui dit que finalement le métavers, c'est un Internet incarné où au lieu de simplement regarder le contenu, vous êtes dedans. C'est assez fort quand même de dire ça. Et c'est assez intéressant pour Facebook qui se trouve parfois confronté justement à la réglementation des pays, aux lois qui l'entourent, qui l'empêche de faire ce qu'il veut. Et finalement, Facebook s'est dit, mais pourquoi pas créer mon propre pays virtuel? Pourquoi pas créer mon propre métaverse? Et c'est en fait de là que vient tout ce dont on parle, tout le buzz dont on parle aujourd'hui sur le métaverse. C'est parce que Facebook, c'est quand même maintenant Meta, une grosse entreprise. Et une grosse entreprise qui veut créer son univers parallèle, ça fait un peu science-fiction et ça fait un peu peur. Et ça peut être intéressant pour Facebook. Mais bon, toutefois, pas de raison de paniquer, l'air de rien. Facebook a annoncé un investissement de 50 millions de dollars, et c'est quand même pas rien, pour travailler justement sur cette construction du métaverse de façon responsable avec des partenaires, des experts mondiaux, des associations, des consommateurs et surtout des décideurs politiques, alors lesquels, on ne sait pas. Ouais. Mais en tout cas, voilà, Facebook travaille avec les autorités pour ne pas faire les mêmes erreurs, sans doute, que celles qu'on a reprochées à Facebook pendant ces 10 années, à suivre pour le cas de Facebook. Mais, je le disais, Facebook n'est pas tout seul sur ce fameux métaverse. Il y a également Microsoft, par exemple, qui travaille. Microsoft, eux, ils n'ont pas forcément ce côté social en première ligne, c'est plus le côté collaboratif, travail. Vous le savez, Microsoft, c'est Office 365, c'est Word, c'est Excel, c'est Microsoft Teams. Donc, on est plus sur une ambiance travail que sur une ambiance bowling. Mais dans tous les cas, effectivement, Microsoft travaille sur ce métaverse parce que le métaverse, ça marche aussi pour travailler, ça marche aussi pour les échanges collaboratifs. Et Microsoft a présenté justement en mai Mesh, qui fonctionne avec son casque HoloLens, qui est un casque de réalité augmentée. Donc cette fois-ci, on prend la réalité qui nous entoure et on rajoute des choses dans cette réalité. Et puis l'idée, c'est tout simplement concrètement d'avoir une salle de réunion augmentée dans laquelle on peut manipuler des prototypes en 3 dimensions, dans laquelle on voit ses collègues qui ne sont pas présents sur place, mais qu'on voit grâce à des avatars en 3 dimensions, en surimpression sur la réalité. En fait, voilà, vos collaborateurs apparaissent en 3 dimensions grâce au métaverse. Et donc tout ça, c'est le métaverse, c'est l'avenir d'Internet d'après Zuckerberg, c'est un projet poubelle d'après d'autres. Ça, c'est à voir, effectivement, on ne sait pas. C'est comme la réalité virtuelle, ça avait une grosse hype dans les années 2015 quand ça avait été annoncé, puis c'est complètement retombé. Est-ce que c'est une renaissance de la réalité virtuelle ou est-ce que c'est simplement de nouveau une nouvelle utopie? L'avenir nous le dira. Est-ce que tu as déjà vu comment ça se passe un peu Mesh? Est-ce qu'on a déjà des images de... On a des images, ça peut être testé, c'est disponible en bêta depuis quelques jours d'ailleurs. Donc effectivement, on peut le tester. C'est plutôt convaincant, plutôt réaliste, ça reste de la réalité virtuelle, donc il faut s'y habituer forcément. Mais ouais, ça fonctionne, c'est des salles de réunion virtuelles dans lesquelles on peut avoir des tableaux virtuels, dans lesquels on a des collaborateurs. C'est aussi performant que Teams ou un petit peu plus quand même? C'est un peu plus performant que Teams, mais en fait c'est surtout que c'est intégré dans Teams, c'est-à-dire que bientôt dans Teams, vous allez pouvoir, si vous n'avez pas de HoloLens, vous allez quand même pouvoir en profiter, parce que vous allez pouvoir avoir votre salle de réunion en 3 dimensions et vos collaborateurs en avatar en 3 dimensions sur votre écran, ce qui va un petit peu révolutionner le game finalement de la visioconférence, qui est finalement un peu le même maintenant depuis le début de cette crise sanitaire.
On attend de voir ce que ça peut donner en pratique, à quel coût ça va avoir, mais en tout cas, ces nouveautés existent. Le métaverse est une réalité dès aujourd'hui. Incroyable. Oui, n'est-ce pas? Moi, je trouve, vraiment, c'est assez fou. Je suis d'accord avec toi. Alors, le métaverse a un inconvénient, c'est que c'est beaucoup de vidéos, c'est beaucoup de traitements, c'est beaucoup de données. Et tout ça, ça fonctionne avec Internet. Et donc, il faut des débits toujours plus élevés. Et on va pas parler de 5G, désolé. On va parler de Boeing. Ça n'a peut-être pas rien à voir, vous allez vous dire au début. Pourquoi on parlait d'avions? Parce que Boeing, ils font pas que des avions. Boeing, ils font également des satellites, des offres de lancement dans l'espace. Et puis, justement, Boeing prévoit de placer 147 satellites, c'est pas rien, en orbite basse, autour de la Terre, pour concurrencer Starlink, un produit d'Elon Musk, le produit d'Internet par satellite, justement. Et le but de Boeing, c'est de proposer des satellites avec des débits plus élevés, justement, que Starlink, grâce à tout un tas de systèmes. Déjà, c'est 132 satellites sur une orbite basse qui vont tourner, mais qui sont en fait déjà 500 km au-dessus de ceux de Starlink, puisque Elon Musk avait râlé en disant mais ça va rentrer en collision avec nos satellites. Pas de souci, Elon, les satellites de Boeing seront 500 km au-dessus, ça laisse un peu de marge. Ils seront d'ailleurs au-dessus de la station spatiale internationale, qui elle est autour de 400 km. Et puis il y aura 15 satellites qui viendront compléter cette constellation, qui seront eux autour de 30 000 km, donc beaucoup plus loin pour le coup, qui viendront proposer donc cette nouvelle offre globale d'Internet. Alors d'abord aux entreprises, privées, et puis ensuite aux particuliers dans un second temps. Ça, on ne sait pas encore exactement quand, mais dans tous les cas, voilà, ça va venir. Des débits plus élevés, on ne sait pas exactement quels seront ces débits. Pour l'instant, ce sont que des annonces. En tout cas, on sait que ce sera grâce à une nouvelle technologie, une nouvelle bande de fréquences qui tourne entre 40 et 75 GHz, qui a l'avantage d'être moins fiable et plus cher. Je ne sais pas si ce sont des avantages, mais en tout cas, c'est une nouvelle bande de fréquences qui propose par contre des débits plus élevés, de manière moins fiable, de manière plus chère. À voir comment ça pourra se répercuter sur le prix final d'utilisation. Mais en tout cas, l'avenir d'Internet a encore de beaux jours devant lui. Ouais. Je sais pas si c'est nécessaire forcément de concurrencer Starlink, mais c'est pas grave. C'est important d'avoir des concurrents. Oui. Pour maintenir effectivement une vraie concurrence, un vrai marché. Ouais, mais il y a le marché Internet déjà. Oui, il y a le marché Internet, mais l'Internet par satellite en plus a plein de concurrents déjà, effectivement. Mais par contre, dans l'espace, il se passe plein de choses, je crois aussi. Oui, il se passe plein de trucs, effectivement. Donc, tu viens de nous parler un peu de SpaceX. Et c'est vrai qu'il y avait une nouvelle qu'on avait parlé dans une matinale en novembre, si je dis pas de bêtises. Donc, il y avait... j'ai oublié maintenant son prénom. Ça peut être en novembre parce qu'on est en novembre actuellement et que c'est un programme matinal de novembre. Ouais, c'était une autre, enfin bref, il est tôt, une ancienne matinale effectivement. Et il y avait Jeff Bezos qui voulait, qui a porté plainte contre la NASA pour SpaceX. Alors, il y a la Cour fédérale, donc c'était avant-hier, c'était lundi. Non, c'était pas avant-hier du coup, mais il me semble que c'était lundi, si je dis pas de bêtises. Donc il y a la Cour fédérale de réclamation des États-Unis qui a donc donné tort à Blue Origin, donc la société spatiale, on va dire, de Jeff Bezos, dans son procès contre la NASA, parce qu'en fait, pour donner un petit rappel, donc Jeff Bezos, il avait intenté un procès à la NASA en août. Désolé. Ouais. En août. Parce qu'il affirmait en fait que la décision de l'agence spatiale, donc de la NASA, d'attribuer du coup 2,9 milliards de dollars de sponsor à SpaceX était injuste et démontrait un favoritisme envers du coup l'entreprise d'Elon Musk plutôt que la sienne, et du coup il trouvait que c'était de la concurrence déloyale. Donc finalement il a perdu. Désolé. Et il y a Musk du coup pour l'occasion évidemment qui a lancé un petit tweet. Un petit mime forcément. On sait que c'est le roi de Twitter, forcément. Exactement, avec écrit en énorme You have been judged, donc avec une image du film Judge Dredd qui est super connu, un sci-fi de 95. Donc voilà, petit troll, toujours là. Tout à fait. Mais peut-être, si ça se trouve, effectivement, Elon Musk a appelé Jeff Bezos, et s'il l'a appelé, il a pu se présenter en avant que Bezos ne décroche, grâce à une nouvelle fonction sur les téléphones Pixel. Ouais, je fais des transitions comme ça. C'est incroyable. Je me suis lancé, c'est parti. C'est un peu hasardeux comme transition. Mais vous allez voir, ça prend tout son sens. Google Assistant peut désormais décrocher votre téléphone à votre place. Et ça, en France, ça y est, c'est arrivé, parce que ça fait un petit moment que ça existe aux États-Unis, mais ça y est, en France, on peut le faire. Et je trouve ça plutôt génial, parce que si jamais vous avez cette fois-ci des associations ou des gens qui veulent vous vendre une isolation à 1 €, et bien désormais vous allez pouvoir faire décrocher votre assistant Google à votre place. Et en fait c'est plutôt simple, vous appuyez sur décrocher avec Google Assistant quand votre téléphone sonne, et puis donc c'est votre assistant qui va demander à l'interlocuteur de se présenter, et vous allez avoir la retranscription en direct sur votre téléphone. Vous allez pouvoir voir de qui il s'agit et accepter ou refuser l'appel. Vous pouvez également demander plus d'informations. Donc vous allez pouvoir en fait téléphoner
en étant en même temps en réunion. Et ça, c'est plutôt génial. C'est pratique ça. C'est carrément pratique. Et ce qui est surtout très chouette, c'est que c'est disponible non seulement sur les téléphones Pixel, évidemment, des téléphones de Google, mais également sur d'autres appareils Android. Alors, pas tous, on ne sait pas lesquels pour l'instant, mais ça commence à être déployé. Vous pouvez potentiellement télécharger l'application Google Téléphone sur le Play Store et voir un petit peu si c'est disponible chez vous ou pas. Je n'ai pas encore chez moi la fonction activée, mais en tout cas, ça devrait arriver dans les prochains jours sur la plupart des appareils Android. Et ça, c'est une très chouette fonctionnalité. Alors, ce n'est pas encore Google Duplex qui permet, par exemple, de prendre des rendez-vous pour vous chez le coiffeur ou ce genre de choses, mais c'est un début, ça y est, ça commence enfin à arriver en dehors des États-Unis, en dehors des pays anglophones. On a cette fois-ci Google Assistant qui peut décrocher le téléphone pour vous et ça, c'est quand même une grosse nouveauté. Hâte de voir comment ça marche en français du coup. Oui, clairement. Moi, pour revenir un tout petit peu, j'ai pas de transition toute faite, mais pour revenir un tout petit peu avec Elon Musk et la NASA et tout, parlons un petit peu de Mars parce qu'il y a eu une super nouvelle qui a été découverte. Il y a une nouvelle étude du coup publiée lundi encore dans Nature Astronomy, donc une référence un peu, qui révèle la présence de nouvelles molécules organiques sur Mars. Alors ça date d'un prélèvement qui a été prélevé en 2017, donc par Curiosity, donc ça date vraiment. Un petit moment, ouais. C'était un échantillon entre guillemets bâclé à cause d'un dysfonctionnement de la foreuse qui avait été placé dans un mélange réactif liquide. Et du coup, le résultat, il semblait compromis, mais en fait, à force de persévérance, on a pu l'analyser et ça a révélé du coup la présence d'acide benzoïque et d'ammoniac. Que je connais particulièrement. Exactement. Donc maintenant, il reste à déterminer en fait quels sont les parents en fait de ces molécules, parce que ces molécules, effectivement, ce sont des molécules qu'on peut retrouver dans des organismes du coup vivants, mais aussi dans simplement des pierres. Alors, les indices, ce prélèvement-là donne pour l'instant simplement des indices sur la présence de biosignatures. Et donc, ce n'est pas pour l'instant encore un constat. On ne peut pas affirmer qu'il y a ou qu'il y a eu de la vie sur Mars. Mais on peut quand même... c'est quand même pour l'instant l'hypothèse la plus plausible du coup. Ouais. Et chaque mois qui passe, on l'affirme un peu plus, j'ai l'impression. Ouais, quand même, ouais, c'est ça. Donc vraiment là, ça tend vraiment à aller vers le fait qu'au moins il y a eu de la vie au moins microbiologique. Ouais. Mais enfin, c'est assez dingue comme information, je trouve. Je vous propose de vous abonner à la chaîne d'Alsace Digital d'abord, évidemment, parce que c'est aujourd'hui eux qui nous accueillent, mais surtout également à la chaîne du GDG Strasbourg pour suivre les prochaines matinales, parce que je sens qu'on va annoncer la vie sur Mars dans les prochaines semaines. Exactement. Ouais, si on continue dans cette lignée-là, j'ai l'impression que ça va devenir comme ça. On se rapproche de la fin de cette émission. Peut-être vous nous avez regardé grâce à un Chromecast sur votre téléviseur et peut-être qu'on a parlé trop fort et que vous n'avez pas pu régler votre volume parce que vous êtes passé à Android 12 et que Google a supprimé une fonction pourtant essentielle de ces Chromecasts. On ne peut plus régler le volume avec son téléphone sur un Chromecast. Mais quelle hérésie, tu vas me dire, Thibaut. Je comprends pas pourquoi. Mais en fait, c'est tout simplement à cause d'une histoire de brevet. Ça peut paraître un peu surprenant, mais Sonos a porté plainte contre Google parce qu'en fait, Google utiliserait un brevet de Sonos pour la gestion du volume depuis ses téléphones Android vers des Chromecasts. Et donc, par conséquent, Google a été contraint de supprimer la fonction en attendant de trouver une solution avec une autre technologie de contrôle de volume. Ça paraît un peu absurde, mais pourtant, c'est la réalité. Effectivement, Google a supprimé cette fonction pourtant primordiale de ces Chromecasts. Alors, ils ont annoncé que ça allait revenir, mais on ne sait pas quand. Avec Google, c'est toujours un petit peu le hasard, ou en tout cas le petit bonheur, la chance. On verra quand est-ce que la fonction revient, si elle revient un jour. Voilà, désolé si jamais on n'a pas parlé assez fort ou si on a parlé trop fort. Heureusement, il vous reste normalement votre télécommande classique pour régler le son sur votre téléviseur, sur votre Google Assistant. Mais effectivement, une petite fonction un peu surprenante qui a disparu. Ils sont fous Google, vraiment c'est dingue. Tout à fait, il y a des petites annonces comme ça. Je crois qu'on a fait le tour, il me semble, parce qu'en tout cas il ne reste plus qu'une minute, donc je pense qu'on va conclure à ce moment de la matinée. 9h31, bon courage à tous, pour tous ceux qui sont en train de travailler sur le Hacking Industry Camp. Il y a un message dans le chat et on dit trop bien notre émission. Merci beaucoup, je n'arrive pas à lire le nom du pseudo. C'est Jeanne67, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. J'ai pas regardé, il n'y a pas de chat, de message de chat sur la chaîne du GDG, donc voilà, merci beaucoup en tout cas à vous de nous avoir suivis. On vous retrouve donc sur la chaîne du GDG Strasbourg régulièrement. On n'a pas de date pour l'instant parce qu'on est assez chargé. Pas pour rien, parce qu'on a un événement qui arrive justement mardi. Exactement. Le DevFest. Peut-être que vous le voyez sur mon t-shirt, je peux vous voyez la caméra. J'espère que vous voyez la caméra. Voilà, c'est important. On a mis des petits gobelets pour le placement de produits. Le DevFest, le plus grand festival du Grand Est, dédié aux développeurs, est de retour mardi. On vous attend donc nombreux pour encore prendre vos billets. Il reste une dizaine de places, donc là il faut vraiment se dépêcher. Mais en tout cas, rendez-vous sur devfest.gdgsxb.fr pour prendre l'un des derniers passes du DevFest. C'est 25 conférences, des gens qui viennent de chez Google, de chez Microsoft, d'un peu partout. Partout en France. Exactement. C'est une énorme conférence finalement. On vous attend très nombreux mardi à 9h au campus SCI. En attendant, bon courage à ceux qui sont au Hacking Industry Camp, 9h32. À la semaine prochaine. Au revoir.